Claire-Marie Legendre de l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux. Avant de laisser la parole au présentateur, juste quelques petites annonces. L'outillage dont il va être question aujourd'hui se retrouve en ligne sur notre site internet et je mets immédiatement le lien dans le fil de conversation pour que vous puissiez y avoir accès maintenant ou plus tard. La présentation donc, va commencer sous peu. Comme on est très nombreux aujourd'hui, je vous redis nos petites instructions. Gardez vos caméras et vos micros fermés. Si vous avez des questions, utilisez le fil de conversation, sachant qu'il y aura des périodes d'échange au cours de la présentation dans lesquelles on lira toutes vos questions et on essaiera d'y répondre. Les caméras des présentateurs vont rester fermées pour l'instant. Dès que j'aurai fini mon petit laïus, je fermerai la mienne aussi et vous aurez seulement à l'écran la présentation PowerPoint. Quand il y aura une période d'échange, les conférenciers rallumeront leur caméra, là encore dans un souci de préserver la bande passante et que pour que tout soit le plus fluide possible. Donc, on est une centaine. Je vais commencer et je vais présenter nos conférenciers et ensuite je laisserai la parole à l'adjointe scientifique de l'Institut universitaire de première ligne, Madame Pierre B. Lortie. Il faut rapprocher le micro. OK, je vais parler plus fort. Donc, on a avec nous aujourd'hui Georges-Charles Thiébaut, membre de l'Institut de première ligne. Monsieur Thiébaut est docteur en santé publique, spécialisé dans l'organisation des services de santé, l'évaluation de la performance et la conception d'outils d'aide à la prise de décision. On a aussi Mme Christine Lavoie, agente de recherche à l'Institut universitaire de première ligne. Elle est détentrice d'une maîtrise en service social avec spécialisation en gérontologie. Sabrina Labrec-Begoraro, agente de recherche à l'équipe des projets nationaux de l'Institut, détentrice d'une maîtrise en droit. Elle travaille notamment sur les questions d'amélioration des pratiques professionnelles et de développement des organisations. Et enfin, on a Mme Lara Maillet, professeure à l'ENAP, qui porte plusieurs projets de recherche sur l'adaptation des organisations en santé, leur gouvernance et l'implantation des trajectoires pour l'intégration et l'accessibilité des services. Dernière petite information, la présentation d'aujourd'hui va être enregistrée et vous pourrez très bientôt les revoir parce qu'elles seront mises en ligne sur le site de l'Institut et aussi sur le site du Cergo de l'ENA. Je vais maintenant passer la parole à Madame Pierre B. Lortie qui, je pense, va intervenir pour la prochaine diapositive. Pierre, si tu veux rallumer ton micro, tu as la parole. Merci beaucoup, Claire-Marie. Alors, oui, je suis Pierre B. Lortie, l'adjointe scientifique à l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux. On est très heureux aujourd'hui de vous présenter ce premier midi-conférence autour de la thématique des trajectoires. Dans le fond, ce premier document va vraiment faire partie d'une collection qui va être développée par notre institut en collaboration étroite avec le Centre de recherche sur la gouvernance de l'ENAP, le Cergo. Alors, ce qu'on souhaite par cette collection-là, entre autres, c'est vraiment de soutenir et d'accompagner les établissements du réseau de la santé dans le développement des trajectoires de soins et services, étant donné que les trajectoires sont vraiment une thématique très importante dans la programmation scientifique de l'Institut. Alors, on espère que ce premier midi-conférence sur le sujet va pouvoir vous soutenir à cet effet-là. Je te laisserai la parole maintenant, Georges-Charles, je crois. Merci, Pierre. Très heureux que vous soyez joints à nous pour ce webinaire. C'est la première fois qu'on présente officiellement cet outillage qui est issu donc, du guide qui s'appelle « Pour des trajectoires de soins et services performantes ». Donc, normalement, est-ce qu'on pourrait passer de la diapositive pour aller à la diapositive conception, financement et remerciements, s'il vous plaît? Merci. Donc, un petit point pour un peu contextualiser qui a participé et qui a conçu cet outillage. Donc, les quatre membres de l'équipe de recherche qui sont présents aujourd'hui et qui vont présenter. Mais on a aussi un ensemble de contributeurs qu'on voudrait saluer de 3 SUS, SUS de l'Estrie-Chus, SUS de Mauricie, centre du Québec, SUS du nord de l'île de Montréal. Donc, pour l'Estrie, Madame Fortin, Monsieur Bourgoin, pour le Mauricie, centre du Québec, Madame Saint-Pierre, Madame Desroches, Monsieur Deloffre. Et puis, pour nord de l'île de Montréal, Madame Languet-Dubé, Monsieur Honso et Madame Gougou.
Notons aussi la participation de Madame Allais du ministère ainsi que d'Émilie Robert qui nous a donné un certain nombre de conseils en termes de transfert de connaissances et puis de facilitation de l'écriture dans le rapport. Le financement de ce projet de recherche a été fait par les 3 SUS à part égale, SUS de Estrichus, Mauricie Centre du Québec et Nord de l'île de Montréal. Et nous tenions aussi à remercier particulièrement les professeurs François Champagne et André Père Contrandriopoulos de l'Université de Montréal qui nous ont laissé utiliser les résultats de recherche de leur projet financé par les IRSC sur la conception de cartes logiques, mais aussi de l'utilisation des données de mesure de la performance dans les établissements de santé et de services sociaux. Donc, les résultats de leur projet de recherche ont été réinjectés, ont servi de base pour le développement d'un certain nombre des outils qui sont présents aujourd'hui. Je préciserai à quel endroit précis exactement est-ce qu'on a mobilisé ces résultats. Donc, on les remercie chaleureusement. Enfin, un remerciement à Catherine Lambert et Sylviane Fumas pour la révision linguistique et au graphiste, l'atelier Paloma, qui a réalisé le graphisme de ce rapport et qui est également utilisé dans la présentation. Voilà, pour mettre un petit peu la table sur la conception, le financement et les remerciements. Je vous remercie. Je passe la parole à ma collègue, Madame Maillet. Bonjour à tous, excusez-moi, j'avais oublié le micro sur mon casque. Me revoilà. Donc, bonjour à tous, ça me fait très plaisir d'être ici. On commence par un premier sondage pour savoir de quelle organisation vous venez et savoir un peu qui est présent aujourd'hui, puisque je vous avoue que les écrans noirs, c'est quelque chose et on aimerait savoir qui est présent aujourd'hui. Donc, merci d'y avoir répondu ou d'être en train d'y répondre. En attendant le déroulement du webinaire, on va présenter l'outillage en 2 parties avec une période d'échange entre les deux. Je vous rappelle juste que pour les questions, on vous demande de les poser dans le chat qui est en bas de votre écran. On va essayer d'y répondre s'il y en a vraiment plusieurs pendant toutes ces périodes d'échange qui sont consacrées à ça. Et puis, évidemment, il y aura une période d'échange un peu plus longue aussi à la fin de la présentation. Donc, de ce que je vois des résultats, on a essentiellement des personnes du réseau de la santé, dans les CIS et les SUS, évidemment, de façon plus importante. Donc, merci, ça nous donne une bonne idée. Donc, pour tout de suite rentrer dans le vif du sujet, pour revenir un peu au contexte du déploiement des trajectoires, mais en fait, après la réforme de 2015, le ministère a mis en avant une nouvelle modalité d'organisation de soins et services au Québec, qui est donc par le déploiement des trajectoires de soins et services notamment. Il y a plusieurs CIS et SUS qui ont développé ces modalités-là pour leurs propres organisations. Nous, on a travaillé de façon étroite avec 3 SUS qui avaient développé ce type de trajectoire, le SUS de l'Estréchus, celui du nord de l'île de Montréal et celui de Mauricie, centre du Québec. Évidemment, on a énormément travaillé avec eux qui avaient aussi développé leur guide de gestion par trajectoire, notamment au nord de l'île de Montréal et en Estrie. Donc, on a travaillé à partir de ces guides de gestion, puis avec l'accompagnement qu'on a fait auprès d'eux pour développer le modèle d'analyse qu'on vous présente aujourd'hui. De quoi on parle quand on parle des trajectoires de soins et services? Alors évidemment, je ne rentrerai pas dans les détails du concept de trajectoire directement, mais il y a quand même quelques éléments cruciaux ou centraux qui est important d'avoir en tête avant de débuter. Donc, on a fait une recension des écrits pour ce qui se passe au niveau des trajectoires au Québec et évidemment à l'international, notamment au niveau de l'Union européenne. Grossièrement, parce qu'il faut que, pour une question de présentation aujourd'hui, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais évidemment, il y a des nuances à apporter. Mais en gros, si vous regardez la slide qui est présentée devant vous, en Europe, donc que ce soit au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, les trajectoires sont cliniques, essentiellement centrées sur des épisodes de soins, alors qu'au Québec, les trajectoires sont vues de façon plus longue, c'est-à-dire de la promotion à la fin de vie, ou si vous voulez,
ce que j'appelle souvent de la communauté à la communauté, donc avec une intégration aussi assez forte et assez claire du social et de la santé au sein d'une même trajectoire. Que ce soit au niveau international ou que ce soit au niveau du Québec, les deux recensions mettent de l'avant la participation des citoyens ou des usagers au sein des trajectoires, mais on a une particularité au Québec où il y a une volonté marquée de développer le partenariat avec les usagers et leurs proches. Donc, c'est ce qui est tout à fait en cohérence d'ailleurs avec le cadre de référence sur l'approche de partenariat avec les usagers et leurs proches. On utilise évidemment les données probantes dans tous ces cas-là, ainsi que la formalisation des services et des interventions qui sont aussi très fortes dans les expériences à l'international. C'est ce qui peut expliquer aussi le fait d'être centré sur des épisodes de soins très cliniques, puisque c'est évidemment plus facile à appliquer que quand on veut s'attaquer à un concept beaucoup plus large, ou en tout cas de la communauté à la communauté, ça pose peut-être des enjeux, enfin, ça pose des enjeux plus importants. Donc, voilà pour les trajectoires, excusez-moi. Au niveau de, quand on parle de l'analyse et de la mesure par rapport au modèle qu'on vous présente aujourd'hui, évidemment, il découle plusieurs défis, dont celui de l'amélioration continue et évidemment l'adaptation aux besoins des usagers, mais de la population à qui on s'adresse. Donc, le modèle d'analyse et de mesure de la performance des trajectoires, évidemment, on n'a pas trouvé de modèle existant déjà au sein de la littérature dans tout ce qu'on a conçu, dans tout ce qu'on a regardé. Donc, par contre, on s'est inspiré de modèles déjà existants au sujet de la mesure de la performance pour les systèmes de santé, pas spécifiquement pour les trajectoires. Donc, on s'est inspiré du modèle Égypte qui a été développé par François Champagne et André-Pierre Contandriopoulos. Et aussi, on a travaillé en cohérence avec le cadre de référence du ministère de la Santé et des Services sociaux en ce qui concerne l'évaluation de la performance. D'ailleurs, on a tenté d'assurer une forte cohérence avec celui-ci et l'implantation du modèle. Ce qui est important de retenir, c'est que ce modèle, en fait, il s'insère réellement dans le désir de prendre en considération que la mesure, en fait, c'est la clé pour à la fois analyser, comprendre, améliorer et surtout adapter l'implantation des trajectoires. Et donc, c'est un des enjeux aussi qui ressort beaucoup dans les établissements avec lesquels on a travaillé. Merci Lara. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans le cœur de cet outillage. On vous a présenté le contexte, comment on l'a conçu. Cet outillage d'analyse de mesure de la performance correspond en fait à un dispositif pour soutenir la prise de décision au sein des instances de coordination des trajectoires et pour soutenir l'amélioration continue. On a voulu construire cet outillage autour de 3 objectifs principaux qu'on a appelés des analyses, des types d'analyses. Donc, une analyse de type 1, une analyse de type 2, une analyse de type 3. Vous le voyez en bas du tableau qui vous est présenté aujourd'hui à l'écran et qui correspondent, donc, comme je l'ai dit, à des objectifs qu'on pourrait atteindre en utilisant et en implantant cet outillage dans un établissement de santé et de services sociaux. Le premier objectif, et on peut dire que ces objectifs s'imbriquent les uns dans les autres, ils peuvent être utilisés séparément. Nous, on préconise une utilisation imbriquée en partant de l'analyse de type 1 pour aller jusqu'à l'analyse de type 3. L'analyse de type 1, c'est une analyse globale de la trajectoire et elle a pour but de disposer d'un portrait de la performance d'une trajectoire qui est conçu autour des dimensions du modèle d'analyse de la performance, donc 11 dimensions de la performance et de 2 dimensions contextuelles. Je vous les présenterai un petit peu plus tard. Et elle permet, cette analyse, ce portrait, d'identifier des zones critiques de la trajectoire. Donc, des lieux où il y a des problématiques qui seraient potentiellement nécessaires de résoudre et sur lesquelles il faudrait poser des actions d'amélioration continue ou de transformation, voire même de la trajectoire. À quel moment utiliser ces éléments-là? Lors du déploiement d'une trajectoire ou lors de chaque nouveau cycle de modification majeure qu'on voudrait amener dans l'organisation des services ou dans les pratiques qui sont associées à la trajectoire. L'analyse des zones critiques, donc l'analyse de type 2, découle directement de cette analyse globale. C'est suite à l'identification de ces zones critiques, on veut chercher les causes racines. Quelles sont les causes racines de ces zones critiques? Qu'est-ce qui explique les enjeux, les dysfonctionnements, les difficultés à répondre aux besoins de la population ou à générer une efficacité clinique et populationnelle? Et elle permet aussi, cette analyse de type 2, de dégager des solutions qui soient pertinentes et adaptées, et puis de s'assurer qu'elles sont bien en cohérence, en concordance avec les zones critiques qu'on a identifiées.
À quel moment le faire? Lors de chaque cycle d'amélioration continue qu'on veut lancer, hein, on est dans une perspective de lean derrière dans cette réflexion. Donc, on a des cycles successifs d'amélioration continue qui permettent d'avoir une trajectoire qui est de plus en plus adaptée aux besoins, efficace et pertinente. Ce sont des dimensions de la performance qu'on utilise. Et enfin, puisqu'on a fait une analyse globale de la trajectoire qui nous a permis de documenter, d'avoir des indicateurs, on va pouvoir mettre en place un système de suivi de la performance, donc un monitorage de la performance globale de la trajectoire, et puis de regarder l'impact des actions qu'on aura posées. Là, on aurait tendance à privilégier un monitorage ou un suivi qui serait trimestriel dans le cadre de la gestion opérationnelle de la trajectoire, donc au sein de ces comités, de ces instances qui font la gestion plus opérationnelle et quotidienne, j'allais dire, des trajectoires. Merci. Merci Christine. En termes de contenu, qu'a-t-on à l'intérieur de cet outillage que vous retrouvez si vous le consultez? On a 3 grandes sections, hein. On a une section qui présente le fondement théorique de l'outillage, qui est le modèle d'analyse de la performance, qu'on appelle le MAP, conçu autour de 11 dimensions de la performance interreliées et de 2 dimensions contextuelles. Puis, on a un certain nombre d'outils d'analyse et de mesures qui doivent soutenir justement les professionnels, gestionnaires, partenaires qui analysent la performance. Donc, en premier lieu, un tableau des liens entre les dimensions. C'est l'une des originalités de nos travaux et qui sont aussi issus des travaux de M. Constantopoulos et Champagne. Donc, un tableau qui nous permet de voir comment ces dimensions de la performance sont reliées les unes avec les autres. On va vous montrer des exemples de ces tableaux et leur utilité potentielle dans l'analyse. Et enfin, des fiches pour chacune des dimensions de la performance qui permettent un petit peu de rentrer dans les détails et puis d'avoir une meilleure compréhension de ces dimensions, comment les mesurer, qu'en faire. Et finalement, un guide d'utilisation qui propose donc ces 3 types d'analyse et comment l'opérationnaliser. Un petit point méthodologique. Comment on a conçu tout ça? On a conçu tout ça à l'aide de la littérature scientifique, par des revues de littérature sur à la fois les modèles de performance, mais aussi chacune des dimensions qu'on a identifiées. Revues de la littérature qui sont centrées principalement sur des revues systématiques ou des méta-analyses. Nous avons eu des groupes, je dirais, d'experts et d'utilisateurs avec lesquels on a travaillé, qu'on vous a présenté au début de la présentation. Donc, ces intervenants gestionnaires spécialisés en performance et en trajectoire avec lesquels nous avons travaillé. Prochaine diapositive, s'il te plaît, Christine. Les principes qui nous ont guidés, on aimerait quand même camper nos principes théoriques, mais aussi pratiques. Le premier, je vous l'ai dit, une perspective de lean management, des cycles d'amélioration continue, soutenir des cycles d'amélioration continue avec une vision et une analyse multidimensionnelle de la performance, mais aussi un élément qui est de l'ordre de comment on l'utilise. Il doit y avoir croisement des savoirs scientifiques, expérientiels et professionnels dans l'utilisation de ce modèle et des données qui en seront issues. Les données quantitatives à elles seules ne peuvent pas représenter la performance d'une trajectoire et ne permettent pas de prendre des décisions qui sont adaptées. Et comment ce croisement des savoirs va mener vers une décision? C'est grâce à un processus de délibération entre l'ensemble des professionnels, gestionnaires, partenaires, usagers qui sont autour de la table de ces instances de coordination. Une nouvelle fois, on est en cohérence avec ce cadre de référence sur le partenariat du ministère, mais aussi avec les guides de gestion par trajectoire du nord de l'île de Montréal ou le guide d'animation des trajectoires du SUS de l'Estrichus qui promouvoient des instances de coordination qui mettent autour de la table des partenaires sectoriels et intersectoriels, de même que des usagers et des intervenants, des gestionnaires de différentes directions. Ensuite, autre point qui est un de nos principes, l'outillage doit permettre de soutenir l'harmonisation des services et des pratiques au sein des trajectoires, tout en s'adaptant aux besoins de la population. Et là, on a une tension assez classique dans les services de santé. Comment avoir les bonnes pratiques tout en étant adapté aux besoins et des usagers et de leurs proches, mais aussi des besoins territoriaux. Vous verrez comment est-ce qu'on a bâti le dispositif, mais on a tenté de répondre à cette tension en campant le modèle dans une responsabilité populationnelle et en utilisant des indicateurs qui sont basés sur des évidences scientifiques, donc qui correspondent un petit peu à des repères normatifs qui permettent de dire voici les bonnes pratiques et sommes-nous conformes à celles-ci. Prochaine diapositive, s'il te plaît. Notre démarche. Comment on a conçu la performance? Je vous l'ai déjà dit, elle est multidimensionnelle et elle se base sur une vision. L'analyse de la performance doit mener à un jugement entre des parties sur la qualité d'une trajectoire
et sa capacité à répondre aux besoins de la population. C'est notre perspective sur la performance. Et l'autre élément central, et c'est l'originalité probablement de l'outillage, c'est qu'elle se base sur les relations entre les dimensions, en partant du principe qu'on n'améliore pas la performance en agissant sur une dimension, mais en agissant sur la relation entre des dimensions. Je vais vous donner un exemple pour être un petit peu moins abstrait, je dirais. L'accessibilité, on améliore l'accessibilité non pas en travaillant sur l'accessibilité, mais en travaillant sur ses déterminants. Alors, on pourrait nommer, par exemple, la coordination des soins et des services entre les lignes ou avec des partenaires sectoriels, notamment les GMF, ou en travaillant sur la façon dont on configure des ressources. On peut nommer, par exemple, le fait d'intégrer des infirmières praticiennes qui vont permettre d'avoir une meilleure capacité à répondre aux besoins ou d'accroître l'accès aux services. Donc, vous voyez, la dimension qu'on appelle viabilité, la dimension coordination, vient jouer sur l'accessibilité aux services. Donc, on joue sur ce lien pour améliorer l'accessibilité. Prochaine diapositive. Merci. Donc, notre démarche d'analyse de la performance, je vous l'ai déjà dit, on est dans une vision de croisement des savoirs, mais donc et de délibération. Et c'est un croisement des savoirs qui se veut scientifique. C'est le modèle d'analyse de la performance. Des données quantitatives, ce sont les indicateurs qui y sont associés, mais il est impératif d'y associer des données qualitatives de type expérientiel, autant des professionnels que des usagers, qui doivent être contextualisées en fonction des territoires. Les besoins des territoires, l'analyse qui sera faite des trajectoires vont différer d'un territoire à un autre, voire d'une communauté à une autre. Et on n'est pas dans ce modèle d'analyse de la performance dans une démarche d'imputabilité en disant c'est pas bien fait ou de blâme. On est vraiment dans une démarche qui se veut analytique et compréhensive dans un but d'amélioration continue. Prochaine diapositive. Là, on est un petit peu moins, entre guillemets, abstrait. Voici les 11 dimensions de la performance et les 2 dimensions contextuelles regroupées en 3 catégories. Les structures et les processus avec 3 dimensions. La viabilité. Donc, viabilité qui fait appel à l'ensemble des ressources qui sont disponibles dans une trajectoire, ressources financières, matérielles, technologiques, mais aussi du personnel qui est présent, les professionnels, tout type d'intervenants. Mais aussi la capacité à innover et à disposer des connaissances nécessaires pour déployer une trajectoire. L'accessibilité, quelque chose d'assez classique. L'ajustement aux besoins de la population cible, qui renvoie à la question, est-ce que les services sont configurés d'une manière pour répondre aux besoins de la population? Est-ce qu'ils sont suffisamment globaux? Donc, est-ce qu'ils regroupent l'ensemble des services pour répondre aux besoins? Ensuite, des éléments de processus, coordination et continuité des services, pertinence des interventions, sécurité des interventions, humanisme des interventions, mais aussi humanisme des processus organisationnels, productivité, qui est donc un rapport entre le nombre de services produits en fonction des ressources qui ont été mobilisées, l'efficacité clinique et populationnelle. Donc, est-ce que nous produisons réellement, par l'intermédiaire des trajectoires, mais aussi de ces différents services et interventions qui la composent, des effets pour la population, pour les usagers. L'efficience, est-ce qu'on atteint le maximum de résultats possibles en fonction des ressources qu'on a mobilisées? Et enfin, l'expérience usagée, est-ce qu'on a répondu aux besoins à l'ensemble de ces étapes de la trajectoire? Est-ce qu'on a été à l'écoute des usagers? Est-ce qu'ils ont pu participer? Est-ce que des alliances thérapeutiques se sont nouées? Donc, c'est certains éléments qu'on va retrouver dans la fiche expérience usagée que vous pourriez consulter. Dimension contextuelle, on vous l'a dit, on veut ancrer dans une responsabilité populationnelle et pour ce faire, il y a une dimension qui est caractéristique du territoire, des individus et des partenaires qui vont permettre d'identifier les éléments clés, les besoins de la population cible de la trajectoire. Et enfin, la notion d'équité, est-ce que la population est traitée de façon équitable en termes d'accessibilité, de qualité des services et d'effets. La prochaine, merci. Et ça, c'est donc le modèle qu'on a créé, qui a été mis en forme par notre graphiste. Comme vous voyez, un modèle qui veut exprimer la notion de trajectoire. Quelques points à noter. Vous voyez, je reviens encore sur cette notion de responsabilité populationnelle, de territoire, de compréhension des besoins. Le modèle débute par ces 2 carrés blancs qui sont donc la caractéristique du territoire, puis la caractéristique et les besoins de la population cible qui doivent guider les réflexions sur la conception d'une trajectoire et aussi sur sa mesure. Et vous voyez, les structures et ressources suivent, processus et résultats. Ne croyez pas que c'est une vision linéaire. Vous voyez, on a construit comme un casse-tête ou un puzzle. Ça veut dire qu'ils s'imbriquent les uns dans les autres.
ce n'est pas linéaire. Par exemple, la continuité et la coordination ont un impact sur l'accessibilité, sur l'ajustement et sur la viabilité. Donc, vous voyez, ce n'est pas une linéarité, c'est plutôt une imbrication des dimensions. Autre élément qu'on a voulu tenter de mettre de l'avant, et j'espère que ça ressort, c'est que vous voyez, la flèche revient vers les caractéristiques du territoire et des individus et des partenaires. C'est ce qu'on essaye d'exprimer, c'est que si une trajectoire produit des effets cliniques puis populationnels, elle devrait venir modifier le profil épidémiologique de la population sur les territoires, les besoins, et donc modifier la façon dont la trajectoire va être conçue. Donc, on est sur quelque chose de dynamique et le but est d'avoir un impact même sur la santé des populations et donc d'avoir aussi une réflexion sur les déterminants de la santé. Donc, on a fini la première portion de notre présentation. On a voulu la couper au fur et à mesure pour que vous puissiez poser des questions. Donc, à vous, c'est la période de questions par le chat. Sabrina va nous faire une petite synthèse au fur et à mesure des questions que vous vous posez. En fait, merci Georges. Pour l'instant, on n'a pas de questions. J'imagine qu'on est clair, on est même très clair. Par contre, ce que je peux faire, c'est en profiter pour faire un petit retour. On a une question. Un petit retour, je vais finir ma phrase, puis après je vais lire la question sur les résultats du sondage. Donc, merci d'avoir participé à ces petits sondages-là ponctuels au fur et à mesure de la présentation. On pourra y revenir. Puis, Georges, Lara, Christine, si vous voulez réagir aux résultats de ces sondages-là, on peut prendre cette petite période-là pour le faire. Mais avant, je peux vous poser une première question. Il y en a quelques-unes. Le modèle permet-il d'intégrer les usagers en contexte d'errance diagnostique? Première question. Eh bien, c'est une excellente question et une question que je qualifierais de difficile. Est-ce qu'on peut intégrer les… Écoutez, on a bâti ce modèle dans une perspective de trajectoire. La perspective de trajectoire, c'est quand même d'avoir une population avec des profils similaires et souvent un diagnostic qui est associé. Je ne dirais pas que c'est sa fonction d'aller regarder des populations en errance de diagnostic, mais je pense qu'on pourrait l'adapter notamment avec on pourrait adresser cette question notamment autour de la dimension ajustement aux besoins de la population. Je ne peux pas vous répondre spontanément comme ça, il faudrait y réfléchir un peu plus, mais oui, je pense que ce serait possible, mais ça n'a pas été sa fonction première. Je ne sais pas si vous voulez compléter, si mes collègues veulent compléter. Je sais que je ne réponds pas complètement, mais je pense que ce serait faisable. Exactement. Merci Georges pour cette réponse et merci aussi pour la question. En fait, je pense réellement que le fait de placer le modèle au niveau de la responsabilité populationnelle et donc de l'adaptation aux besoins et donc aussi aux besoins non comblés, puisque si on fait une étude populationnelle ou une étude au niveau des besoins de l'ensemble de la population du territoire dont on s'occupe ou dont on est responsable, évidemment, les errances diagnostiques ou même avant ça, les errances tout court, avant même d'accéder au système de santé, puisque je vous rappelle que les trajectoires, comment on les présente, c'est de la communauté à la communauté. Donc, les trajectoires, on va dire, cliniques font partie de cette trajectoire de la communauté à la communauté, mais n'est pas la seule portion de la trajectoire. Donc, à partir du moment où on s'intéresse avant tout à l'adaptation et donc à l'équité aussi, je pense qu'on peut se servir de ce modèle-là, mais évidemment, il faudrait le travailler dans cette optique vraiment de façon ciblée pour pouvoir y répondre concrètement. Merci Lara. Je vais passer à une prochaine question. On en a quelques-unes. On peut essayer de passer au travers. On a la question de savoir si on pourrait, en fait, nous entendre davantage sur la dimension de la viabilité, la distinction. J'en lance quelques-unes, hein, Christine, Lara, Georges, vous pouvez prendre peut-être une de ces questions-là. Là. La distinction entre le processus Lean et les trajectoires. Est-ce qu'on peut espérer que le modèle a un impact sur le bien-être et la rétention des professionnels de la santé? Je m'arrête là, on peut commencer par ces trois-là. Là. Le modèle Lean, ce serait un petit… Alors, oui, est-ce que tu pourrais reprendre la question sur le modèle Lean? Oui. Quelle est la distinction entre le processus Lean et les trajectoires?
C'est une bonne question. À ma connaissance, parce que là, on ne travaille pas sur la conception des trajectoires, hein. On s'entend, notre présentation d'aujourd'hui est vraiment centrée sur un modèle d'analyse de la performance des trajectoires et de soutien à son amélioration continue. Le Lean a été un élément d'influence sur la conception des trajectoires et sur une volonté d'analyse processuelle, de mise en place de méthodologies de conception des trajectoires et de gestion qui sont inspirées du Lean. Donc, ce n'est pas exactement la même chose, mais il y a vraiment, ils ont tiré, d'après ce que je comprends, du Lean, cette notion de processus. On pourra aller beaucoup plus loin, mais comme ce n'est pas l'objet de notre présentation, je préférerais passer à une autre question si ça ne vous dérange pas. Peut-on espérer que ce modèle ait un impact sur le bien-être et la rétention des professionnels de la santé? Alors, écoutez, il pourrait avoir un impact, mais cet impact, à mon avis, est très distal. Je ne pense pas que ce soit ce modèle-là qui puisse avoir le plus d'impact possible pour retenir les professionnels au sein du réseau. Je pense plutôt qu'il pourra avoir un impact pour prendre des décisions plus adaptées pour l'amélioration des services et plus rapidement. Lara, Christine, ça va jusqu'à maintenant. On a aussi deux questions un peu similaires. Pouvez-vous définir l'efficacité populationnelle? Puis on a aussi peut-être de revenir là, sur la dimension de la viabilité, peut-être la définir ou vous entendre davantage sur cette dimension-là. Avec plaisir. Évidemment, elles sont très bien, je crois, très bien précisées dans le guide qu'on a conçu. Brièvement, sur l'efficacité populationnelle, c'est est-ce que la trajectoire qu'on a conçue a un impact sur sur la santé de la population. Et là, je ne parle pas d'impact clinique. Donc, on fait une distinction entre les deux. Santé populationnelle, c'est est-ce qu'on va avoir, par exemple, une réduction de l'incidence de certaines maladies et de la prévalence de certaines maladies. Tout à l'heure, on va prendre l'exemple des maladies pulmonaires obstructives chroniques. Une mesure de l'impact populationnel serait l'incidence et la prévalence de cette maladie au sein de la population. Donc, si la trajectoire a réussi à avoir un impact par notamment des activités sur les déterminants de la santé, en réduisant le nombre de fumeurs, on devrait voir une diminution de la prévalence et de l'incidence de ces maladies. Et ce type de mesure pourrait s'appliquer à toutes les trajectoires. Au même titre, l'efficacité populationnelle d'un système de santé pourrait être l'amélioration de l'espérance de vie en bonne santé. On sait que le système de santé n'est pas le seul déterminant qui conditionne ça, mais il en fait partie. Donc, c'est des mesures à moyen et long terme qui reflètent la santé de la population de façon générale ou de la santé de la population ciblée par la trajectoire. En termes de viabilité, la viabilité renvoie à l'acquisition des ressources, la capacité à retenir le personnel, les intervenants, les professionnels. Donc ça, c'est vraiment les deux éléments centraux de la viabilité. Donc, est-ce qu'on est capable de les retenir? Comment est-ce qu'on est capable d'aller chercher les bonnes compétences des bonnes personnes et de les mettre au bon endroit, qui envoie la notion de configuration? On sait que comment on configure des équipes, par exemple, si on a des équipes en silo, elles vont bien moins fonctionner que des équipes multidisciplinaires, par exemple. On sait que pour certains types d'enjeux, avoir des pairs aidants au sein des équipes, notamment en équipe de santé mentale, c'est un avantage. Tout ça réfère à la notion de configuration. Est-ce que j'ai les bons professionnels au bon endroit, la bonne combinaison de compétences pour répondre à des besoins? Et on ajoute la notion d'innovation. Est-ce qu'on est capable d'intégrer des innovations? On peut penser, surtout en période de Covid, à la télésanté, par exemple. Et est-ce que j'ai les connaissances nécessaires pour déployer la trajectoire? Et là, je ferai référence à des guides de bonne pratique, à des lignes directrices qui sont produites, par exemple, au Québec par l'INES. Est-ce que je suis capable de les obtenir, de les traduire et de les implanter dans mes équipes au sein de ma trajectoire pour assurer la meilleure pertinence possible des services? Donc, la viabilité va venir tenter de mesurer tous ces éléments. Vous verrez, on a des sous-dimensions à la notion de viabilité qui regroupent les éléments dont je viens de vous parler. Donc, effectivement, Georges, donc Mme Lise Lévesque nous posait la question, est-ce qu'il y a des indicateurs spécifiques pour la viabilité ou est-ce que la viabilité est une métadimension? Je pense qu'on va y revenir tantôt peut-être à travers l'exemple. Puis, tu as donné des exemples maintenant. On a peut-être une dernière question. Là, je pense que le temps s'écoule assez rapidement. Oui. Une dernière question avant de passer à la suite de la présentation. Là. Est-ce que dans le document préparé, y a-t-il des exemples d'indicateurs pour chacune des notions? A-t-on accès au document? Est-ce qu'il y a des indicateurs pour chacune des Alors, le document, normalement, est le lien vers le document qui est sur le site de l'Institut universitaire de première ligne et du Cergo de l'ENAP, mais le lien vous avait été donné au début dans le chat. Ensuite, il y a effectivement des indicateurs qui vous sont proposés pour chacune des dimensions et des sous-dimensions. Ces indicateurs sont classés par sous-dimension, mais aussi par thématique de mesure qui pourrait être associée aux sous-dimensions. On a tenté de faire ça de façon le plus pédagogique possible.
Bien entendu, nous n'avons pas été en mesure, et je dis bien entendu, nous n'avons pas donné des indicateurs pour chacune des trajectoires possibles. Sinon, ça aurait fait l'objet d'un rapport à part entière, hein. On aurait eu des centaines et des centaines d'indicateurs. L'idée était plutôt de montrer quel type d'indicateur est, selon la littérature scientifique, le plus adapté pour mesurer les sous-dimensions et les phénomènes auxquels il réfère. Donc oui, vous allez trouver des exemples qui devraient guider vos réflexions. Peut-être une dernière question. Merci, le lien a été repartagé. On finirait avec la question de M. Drouin. Il existe souvent, voire assez généralement, un décalage entre les volontés d'instaurer la responsabilité populationnelle qui renvoie à la prise en charge des résidents du territoire et les mesures de performance plus souvent fondées sur des données d'usagers. Comment mieux arrimer les deux? C'est une excellente question et on n'a pas de réponse magique. La réponse, elle va se faire dans l'analyse, dans la capacité à bien cibler sa population cible et ses caractéristiques et ses besoins. Je reviens sur MPOC tout à l'heure. Il est clair que MPOC, on va se baser sur des usagers, les grands utilisateurs de services, alors que notre population cible, ça devrait potentiellement être les fumeurs sur un territoire, parce qu'on sait que 90% des personnes qui sont atteintes de MPOC sont des fumeurs ou des anciens fumeurs. Donc, ce qu'on veut, c'est dans la dimension caractéristique du territoire des individus et des partenaires, c'est d'avoir certains marqueurs des déterminants de la santé, certains marqueurs qui sur les besoins de la population qui vont nous permettre de nous référer au territoire. Et donc, il y aura un travail d'extrapolation et d'analyse qui sera à faire. La question est excellente et je pense que c'est un des enjeux dans le déploiement des trajectoires et dans cette question d'adaptation aux besoins. Et il n'y a pas d'indicateur, je crois, à moins d'avoir de vraiment être capable d'avoir un dénominateur qui soit la population du territoire ou certains groupes de population du territoire qui présentent des caractéristiques communes auxquelles les services devraient s'adresser. Et je pense là à toute la réflexion en santé publique sur agir sur les déterminants de la santé. J'espère répondre à la question, puis si mes collègues veulent ajouter des choses. Mais merci Georges, si je peux me permettre en 30 secondes, parce que je sais que le temps file, mais par rapport à cette question, merci. Mais je pense que ça revient à la même idée que la trajectoire, c'est de la communauté à la communauté ou de la communauté d'un territoire à la communauté de ce même territoire. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut se baser aussi pour réfléchir l'appropriation et l'analyse des données, qu'elles soient populationnelles ou qu'elles soient sur des types de populations ciblées par diagnostic aussi, mais pas uniquement. Et finalement, juste pour compléter la réponse de Georges par rapport à la viabilité, il y a aussi toute la notion de durabilité en lien avec l'environnement et l'écologie qui fait partie de cette dimension et pour laquelle on a fouillé pas mal au niveau des indicateurs pour le système de santé ou pour les établissements de santé de façon spécifique. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire par rapport à ça, je vous le dis. Merci, Lara. Puis juste avant de continuer la présentation, là, je reviendrai peut-être sur la dernière question qui vous a été posée. Puis d'ailleurs, on met au centre du modèle l'expérience usagée et l'équité. Puis il y a 87% des répondants, des participantes qui sont là aujourd'hui qui considèrent que l'expérience usagée et l'équité doivent se situer au centre d'un modèle. Par contre, on a une question sur a-t-on une idée des compétences ou des connaissances que devraient développer les usagers afin de bien naviguer tout au long d'une trajectoire et profiter pleinement des avantages à fonctionner ainsi. Là, je ne sais pas si on a le temps d'y répondre maintenant, mais je lance la question parce que je pense que c'est un élément important et central du modèle et puis peut-être revenir sur ça là, tout au long de la présentation. Ou à moins, Georges, en 10 secondes, si tu t'en sens capable. 10 secondes. La question des compétences des usagers n'est pas l'objet du modèle. Par contre, il est clair que si on veut ces questions-là, on a par exemple tous les services d'expérience usagée qui ont pour vertu, en tout cas au SUS de l'Estrichus, NIM et MCQ, d'accompagner les trajectoires en vue de comment habiliter les usagers à pouvoir intervenir au sein des instances de coordination et de gestion des trajectoires. Mais ce n'est pas uniquement, et je tiens aussi à préciser que ce n'est pas uniquement une responsabilité des usagers, c'est une responsabilité de l'ensemble du système de santé des services sociaux et de l'ensemble des intervenants gestionnaires, voire même des scientifiques. C'est comment s'adapter à faire en sorte de mettre en place des rapports équitables et égalitaires avec les usagers pour qu'ils puissent réellement participer sur ces instances de coordination et amener leur expérience pour une amélioration des services. Donc l'objet de notre guide n'est pas l'expérience usagée, mais il est clair que le guide ne pourra pas fonctionner dans ce qu'on a pensé en termes de croisement des savoirs sans le soutien de services comme celui de l'expérience usagée qui ont justement pour objectif de développer tout cet outillage pour accompagner les usagers.
Merci, Georges. C'est ce qui met fin à cette petite période d'échange-là. Je vous invite à continuer la présentation, puis on aura d'autres moments dédiés aux échanges puis aux questions tout au long de la présentation. Donc, on va refaire ce petit exercice-là un petit peu plus loin. Merci. D'accord. Alors, c'est à mon tour. C'est moi partager mon écran. Bon, ça, c'est un petit peu dans mes jambes. Voilà. Alors, pour vous appuyer dans l'analyse et la mesure de la performance de vos trajectoires, évidemment, on vous présente quelques outils, dont des tableaux synthèse, là, des liens entre les dimensions de la performance. Alors, on commence ici avec le tableau des déterminants des dimensions de la performance. Je dois dire d'abord que ces liens qu'on a répertoriés ici sont issus des travaux de Champagne et Contandriopoulos. Et ce sont, on a répertorié principalement les liens qui étaient dans la littérature scientifique mesurés là, comme étant forts ou modérés. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas des petits picots partout. Il y a certaines dimensions pour lesquelles on n'a pas répertorié de lien entre elles, mais ce n'est pas nécessairement qu'il n'existe pas de lien, mais peut-être que ce sont des liens plus faibles ou peut-être qu'ils n'ont pas encore été suffisamment, le lien entre ces deux dimensions n'ont peut-être pas été encore suffisamment étudiés pour qu'on puisse dire avec assurance qu'il y a un lien fort à modéré qui les unit. Alors, dans le tableau des dimensions de la performance, pourquoi je suis allée un petit peu trop loin, je vais revenir. Bon, excusez-moi. Voilà, c'est le premier que je vais vous présenter ici. Les déterminants de la dimension. Pourquoi quoi ça sert de vous faire un tableau synthèse comme celui-ci? Ben, c'est pour vous aider à aller un petit peu plus vite là, dans l'analyse de vos dimensions. Si on veut, dans les types d'analyse que Georges Charles vous a présenté tout à l'heure, il y avait l'idée de trouver les ondes critiques et les causes racines de ces ondes critiques. Alors, supposons que vous trouvez, en analysant certains indicateurs, que vous avez une difficulté, une zone critique au niveau de l'efficacité. Alors, comment améliorer l'efficacité de vos services? Eh bien, vous allez chercher à trouver quelles sont les dimensions qui vont avoir un impact sur l'efficacité. Donc, quels sont les déterminants de la dimension efficacité. Alors, dans ce tableau synthèse, vous allez dans la colonne de droite où il y a la liste des dimensions. Vous ciblez ici efficacité populationnelle et vous voyez toutes les dimensions qui sont listées comme des déterminants de l'efficacité. Donc, en travaillant sur la viabilité, l'accessibilité, l'ajustement aux besoins, etc., vous pouvez avoir un impact sur l'efficacité populationnelle. De même, on vous présente aussi un tableau synthèse des effets des dimensions de la performance. Parce que, évidemment, si vous allez travailler, comme je disais tout à l'heure, sur l'accessibilité, vous pourrez éventuellement avoir un effet sur l'efficacité de vos services, mais pas seulement. Là, si vous travaillez sur l'accessibilité, ça va aussi jouer sur d'autres dimensions. Donc, c'est à prendre en compte pour bien saisir tous les interrelations entre les dimensions. Donc, vous voyez ici, si on fait le même exercice que tout à l'heure, si on va changer quelque chose, augmenter notre accessibilité, réduire les délais d'attente, ben, on peut s'attendre à ce que bougent par la suite les dimensions d'ajustement aux besoins de la population cible, sécurité, pertinence, efficacité, comme on l'a mentionné, et expérience usagée ici. Alors ça, ce sont les tableaux synthèse des liens entre les dimensions, mais évidemment, ces liens-là sont détaillés, expliqués dans les fiches de chacune des dimensions de la performance. Donc, pour chacune des dimensions, il y a donc une fiche qui lui est dédiée. Dans cette fiche, on retrouve la définition de la dimension et de ses sous-dimensions. Par exemple, pour la fiche humanisme, il y a 3 sous-dimensions à l'humanisme. On a identifié l'humanisme interpersonnel, architectural et organisationnel. Donc, on aura la définition de chacune de ces sous-dimensions. On présente, il y avait une question tout à l'heure portant sur les indicateurs. On vous présente effectivement des indicateurs pour chacune des dimensions, mais classés selon les sous-dimensions.
et même par thématique. Ici, vous avez un exemple d'indicateur pour la pertinence. Mais si je reprends l'exemple de l'humanisme qu'on avait en définition, j'ai dit qu'il y avait 3 sous-dimensions à l'humanisme. Et dans les indicateurs listés pour la sous-dimension humanisme interpersonnel, on a des thématiques comme communication et écoute, respect, implication des usagers dans les décisions concernant les soins et les traitements. Donc, on vous suggère quelques indicateurs pour chacune de ces thématiques-là qui peuvent permettre de mesurer l'humanisme interpersonnel. Et on a ensuite des exemples issus de la littérature qui démontrent la nature des relations entre les dimensions. Donc, dans notre tableau synthèse, vous aviez tout à l'heure la sécurité qui agit comme un déterminant de l'efficacité, mais qu'est-ce que ça représente, ça? Concrètement, comment la sécurité influence l'efficacité? Eh bien, on vous présente 2 ou 3 exemples issus de la littérature qui démontrent bien que la sécurité a un effet. Et est-ce que c'est un effet linéaire positif? Si on augmente la sécurité, ça augmente l'efficacité. Si on augmente la sécurité, est-ce que ça diminue l'efficacité? Est-ce que c'est une relation curvilinéaire? La sécurité va... une augmentation de la sécurité, travailler sur la sécurité va augmenter l'efficacité jusqu'à un certain point et ensuite ça redescend. Il y a certaines relations qui sont dans cette forme-là. Donc, vous aurez tous les détails de liens qui relient donc les dimensions de la performance dans chacune des fiches sur les 11 dimensions de la performance. Alors, je redonne la parole. Merci, Christine. Donc, par rapport à toutes aux dimensions qu'on vous a présentées à l'instant, évidemment, et puis par rapport aux dimensions et au cadre, enfin au modèle qu'on a développé, comme vous présentez Georges tout à l'heure, il y a des dimensions contextuelles à tout ça, dont l'équité et la responsabilité populationnelle. Donc, ces dimensions contextuelles, en fait, elles vont vous permettre d'utiliser le modèle pour l'analyse et la mesure, notamment au niveau des besoins de la population à laquelle vous vous intéressez, puis dont vous êtes responsable en tant qu'établissement de santé, aussi le territoire dans lequel on s'inscrit, parce que tous les territoires ne sont pas les mêmes, évidemment, et puis les partenaires, que ce soit dans le même secteur ou dans d'autres secteurs de la santé et services sociaux, d'où l'intersectorialité, et évidemment, il existe des mécanismes de coordination avec ces partenaires avec lesquels on joue en fait sur ce terrain de jeu-là, qui sont les trajectoires de santé et services sociaux. Donc, en fait, tout ça, ça permet de soutenir la réflexion avec les partenaires sur la planification et évidemment l'adaptation des services selon les besoins de la population. Donc, on est clairement dans un principe ici de coévolution et le modèle s'inscrit dans ce principe-là. Au niveau de l'accessibilité, donc c'est la diapo suivante, au niveau de l'accessibilité des soins et des services, en fait, on a réalisé une schématisation pour l'ensemble des dimensions qu'on vous a présentées. Ça va vous servir d'outil d'analyse et de prise de décision. Donc, ces figures, pour chacune des fiches que Christine vient de présenter, enfin en tout cas en partie, il y a une fiche pour chacune des dimensions. Puis évidemment, il y a un schéma qui est ajouté. Elle représente évidemment les déterminants qui sont modérés ou forts selon la littérature scientifique de la dimension qu'on analyse, donc ici devant vous l'accessibilité. Et elle présente également les effets modérés ou forts, toujours selon la littérature de cette dimension qu'on analyse. Par contre, je veux préciser quelque chose tout de suite, c'est qu'il peut y avoir d'autres relations que nous, on n'a pas identifiées ou qui n'ont pas été étudiées, donc qui sont pas sorties de la revue de littérature qu'on a faite, enfin, des revues de littérature qu'on a faites, et ça ne représente pas la réalité ou une vérité absolue. Ça, il faut bien le comprendre. Ça peut être une vérité absolue qui est valable dans toutes les situations, peu importe le contexte. C'est un modèle d'analyse et de mesure pour faciliter justement cette analyse de la performance et donc identifier in fine les zones critiques. Donc ici, pour regarder l'accessibilité, les déterminants qui déterminent l'accessibilité, évidemment, viabilité, ajustement aux besoins, coordination, continuité, productivité, pertinence. L'ensemble de ces déterminants, ils vont avoir un effet sur l'accessibilité et va avoir un effet aussi sur l'ajustement aux besoins, la sécurité, la pertinence, l'efficacité et l'expérience usagée. On peut faire la même chose avec l'efficacité, où là, vous voyez qu'il y a énormément de déterminants et finalement, il y a un effet fort ou modéré sur l'expérience usagée. Donc, voilà en fait les schémas
qui peuvent vous aider à visualiser tout du moins l'ensemble des dimensions qu'on a traitées. Donc, dans la prochaine slide, on peut se poser des questions par rapport à l'utilisation et le choix des indicateurs qui a été fait. Donc, pour chaque type d'analyse, il y a des étapes et des outils qui ont évidemment été proposés. On a bien conscience qu'il y a certaines difficultés pour obtenir des indicateurs pour toutes les dimensions et toutes les étapes d'une trajectoire. Cependant, il y a aussi de la possibilité ou du positif. C'est que c'est important de prendre toutes les étapes en compte quand on va analyser, même si on n'a pas tous les indicateurs. Il y a des données qualitatives qui doivent compléter ou qui peuvent compléter les données quantitatives qui sont récupérées ou traitées. Il y a une participation évidemment des intervenants, des gestionnaires, des partenaires, des usagers et des citoyens de la population qu'on dessert sur les instances de coordination qui peuvent permettre de recueillir aussi d'autres données qu'on appelle les données expérientielles, par exemple, sur certaines dimensions ou sur certains effets aussi. Et nous suggérons aussi de mettre en place un plan de conception d'indicateurs et d'automatisation de la collecte et de la mise en forme. Donc, quelque chose qui est davantage systématique. Et cela peut prendre évidemment des mois pour le mettre en place. Mais les principaux indicateurs pour les analyses de type 1 et 2, les types 1 et 3, vont être valables longtemps, surtout s'ils sont fondés sur des données probantes. Donc, c'est vraiment un travail à moyen et long terme, je vous dirais, mais c'est quand même possible d'y réfléchir dans cette perspective-là. Même si au départ, on ne part pas avec les indicateurs qu'on aimerait tout de suite avoir sous la main. Je crois que je te laisse la parole maintenant, Georges. Merci, Lara. Donc, je complète l'élément descriptif de l'outillage et du modèle. L'idée qu'on a derrière, c'est évidemment c'est d'aller au-delà de la présentation de cet outillage et de la rédaction d'un guide qui met les éléments forts de notre map, de notre modèle d'analyse de la performance. C'est aussi d'accompagner les établissements du réseau de la santé et des services sociaux. Ce modèle étant porté par l'Institut universitaire de première ligne et puis en collaboration avec le Cergo. La mission de l'Institut universitaire de première ligne, c'est d'accompagner, soutenir l'amélioration des pratiques et des services au sein du réseau de la santé et des services sociaux du Québec. Donc, nous avons l'intention et nous avons déjà débuté à la conception d'une offre de service pour l'accompagnement des instances de coordination ou des DKEP qui voudraient utiliser cet outillage. Et l'idée qui est là, c'est soutenir l'appropriation, mais aussi l'intégration de l'outillage aux pratiques quotidiennes des DKP et des instances de coordination. En sachant aussi que bon nombre d'établissements, 6 et 8, ont déjà leur propre matériel. Notre idée n'est pas de dire il faut faire place nette parce que c'est nous qui avons développé le meilleur modèle du monde. Ce n'est pas du tout ça l'idée. C'est si certains éléments du modèle vous intéressent, on peut très bien prendre uniquement ces éléments qui vous intéressent et tenter de les intégrer dans ce que vous avez déjà développé. L'idée, c'est promouvoir certains éléments clés du modèle. Nous, on pense que c'est un bon modèle. Évidemment, on y a consacré du temps, de l'énergie et de la réflexion, mais promouvoir les éléments de responsabilité populationnelle, de mesure des besoins de la population, mais aussi de réflexion en termes de lien entre les dimensions pour soutenir une analyse qui nous semblerait plus globale des trajectoires et identifier des zones critiques et identifier des actions d'amélioration continue. Donc voilà, l'idée de cet accompagnement, c'est déjà inscrit sur cette diapositive, c'est de soutenir l'analyse globale et puis d'aller regarder les causes racines à des problématiques sur des trajectoires. Donc, si vous êtes intéressé par cet accompagnement qui est en cours de conception et qui va débuter en termes d'implantation au CIUS de Estrichus, vous pouvez me contacter. Mon courriel devrait être mis dans le chat. Et puis, on prendra contact avec vous. C'est sûr qu'on n'est pas encore prêt aujourd'hui à démarrer, mais dans les prochains mois, ce sera le cas. Et voilà. Donc, on aurait terminé cette période de présentation vraiment formelle autour de l'outillage. On termine la première heure. Je sais que certains d'entre vous, au bout d'une heure, vont devoir quitter, mais sachez que par la suite, nous allons présenter une étude de cas, donc une application de ce matériel. Mais avant, si vous avez des questions, nous sommes là. Comme tantôt, je vous invite à poser vos questions via le fil de conversation. Sinon, sur la dernière question, à savoir s'il y a des personnes qui seraient intéressées par une offre d'accompagnement, on a quand même 18% qui disent oui. Bravo à nous. C'est fun. Et 76% qui ne se prononcent pas. Donc, la majorité qui n'ose pas se prononcer sur cette question, Georges. Il reste à savoir pourquoi ils ne se prononcent pas. Si vous avez des questions de précision et que vous avez encore des doutes, n'hésitez pas
à me contacter et nous pourrons en discuter. Donc, je vous invite là, à poser vos questions. Sinon, on peut revenir aussi sur les résultats du sondage. Je vais laisser quelques secondes aux gens. D'ailleurs, là, si vous avez des questions qui vous popent pendant la présentation, n'hésitez pas à les écrire dans le fil de conversation tout au long de la présentation. Et moi, ça me permettra là, après ça de les poser durant le temps qui est imparti à ça. Ça vous évitera peut-être d'écrire vos questions pendant que le temps file là, pour la période d'échange. Sinon, c'est maintenant que ça se passe. Donc, si vous avez des questions, c'est encore le moment de les poser. On va avoir, je pense, une autre période d'échange, mais jusqu'à maintenant, là, s'il y a des choses qui ne sont pas claires ou vous voulez qu'on revienne sur certains éléments, le temps qui est maintenant est dédié à ça. Sinon, je peux revenir sur des éléments du sondage, des questions qui vous ont été posées jusqu'à maintenant, en vous partageant les résultats dans le fil de conversation. Là, sur le profil des participants, on l'a dit tantôt, Lara, tu l'as dit quand tu as présenté au début, c'est essentiellement des gens, là, des CIS et des SUS. Les implantations de trajectoires, là, la réponse, c'est à savoir s'il y avait des trajectoires qui étaient implantées, c'était 100%. Hey, merci. Je ne sais pas si vous voyez les résultats de votre côté. Wow, génial. Donc, merci, Claire-Marie. J'imagine que c'est toi la magicienne derrière ça. Mais il y a 100% là, des gens qui ont des trajectoires implantées, puis essentiellement là, pour les MPOC, les maladies obstructives chroniques. Là, je dis ça, mais si Georges, Lara, Christine, vous voulez réagir à ces données-là, vous pouvez le faire. Sinon, la prochaine question, c'était sur la responsabilité populationnelle et si c'était le déploiement des trajectoires devait être fait de façon déployé de façon intégrée. C'était oui. 88% des gens disaient que oui. OK, merci pour les commentaires dans le fil de discussion. Donc, oui, c'est ça. Sinon, récursive, hein, plutôt que linéaire. Fait que je pense que les gens étaient d'accord avec le modèle, là, Georges, que tu as présenté, là, sur le fait que c'était plus récursif. Merci, Claire-Marie. Je vais te suivre, dans le fond, au fur et à mesure que tu partages les résultats. Puis, est-ce que l'expérience usagée et l'équité doit être au centre du modèle? Manifestement, là, oui. C'est 87%. Fait que, hey, ça valide. C'est plein de choses de l'autre côté. C'est le fun. c'est ça. Après ça, l'autre question, adapté au territoire. Mon Dieu, 98% qui pensent qu'effectivement, ça doit être adapté aux besoins de la population du territoire. Grande majorité. Puis, on revient sur la dernière question qui a été posée jusqu'à maintenant, là, où 76% des gens qui ne se prononcent pas. Georges, veux-tu réagir? Non, c'est bon, j'allumais mon micro en vue de la suite. Bon, mais on peut continuer. On a pris un peu plus de temps là, lors du premier échange, là, fait que je pense qu'on peut se permettre de continuer, il n'y a pas de problème. Là. Puis, si vous avez des questions tout au long de la présentation, n'hésitez pas à les relayer dans le fil de discussion, puis on va reprendre des moments pour y répondre ou à écrire directement à Georges. Merci, pas trop quand même. Hein. Non. Donc, allons-y pour l'étude de cas. Ça tombe bien. On vient de s'apercevoir dans le sondage que la majorité d'entre vous ont plutôt débuté pour des trajectoires MPOC. Ça semble normal. Hein. La prévalence des MPOC, c'est quasiment 10% dans la population. Et puis, ça entraîne énormément de complications. Et puis, comme je vous l'avais déjà précisé, puis je pense que vous le savez, on a un vrai enjeu de détection de cette condition. Et donc, c'est un enjeu de santé publique, mais aussi pour nos établissements. Donc, voilà. Je vais essayer de dire pas trop de bêtises. Hein. Je ne suis pas du tout un spécialiste MPOC. On a pris MPOC comme étude de cas. On aurait pu en prendre d'autres. On a pris MPOC pour la raison que les deux établissements avec lesquels nous avons travaillé, nous avons mené des ateliers et je les remercie parce qu'on ne pourrait pas avoir cette étude de cas sans eux. SUS du nord de l'île de Montréal et SUS de Mauricie, centre du Québec. Leur trajectoire MPOC a été les lieux avec lesquels on a expérimenté le matériel. Et donc, on tire une partie de cette étude de cas de ces ateliers avec ces deux SUS. Nous, on a rajouté par la suite des données issues de la littérature et puis des données issues de l'INES, parce que l'INES également a beaucoup travaillé sur la trajectoire MPOC, notamment dans le projet COMPA. Donc, il y a certains indicateurs qu'on vous propose qui sont tirés du projet COMPA et donc, ce n'est pas nous qui les avons inventés ni fait ce travail de conception. On les remercie également pour ça. Donc, on peut passer à la prochaine diapo. Merci Christine, tu lis dans mes pensées.
Un petit préalable avant de faire une analyse de type 1 et 2, puisque c'est l'objet de l'étude de cas, c'est vous montrer comment on pourrait mener une analyse de type 1, 2, 3. On ne vous présente pas de données ici, hein, parce qu'on n'avait pas de données SUS sur les CIS et les SUS, mais on vous présente plutôt la réflexion qui pourrait être derrière dans l'utilisation de cet outillage et du MAP, du modèle d'analyse de la performance. Je reviens à nos préalables pour une analyse de type 1 et 2. Cartographier la trajectoire réelle. Tous ceux qui font de la trajectoire le savent déjà et le font déjà, donc j'enfonce un peu une porte ouverte, mais être capable de séquencer l'ensemble des interventions et des services dans le temps, de regarder les mécanismes d'accès, de coordination, quels sont les intervenants impliqués, comment est-ce qu'on a configuré les équipes. Et là, on revient, vous vous souvenez, à cette dimension de viabilité. Qui fait quoi et où. Ensuite, il y a, et ça, je pense que c'est un élément crucial, c'est d'identifier les données probantes. A-t-on des guides de bonne pratique qui sont des repères normatifs? Donc, qu'est-ce qui devrait être fait et est-ce qu'on a de la variabilité? Est-ce qu'on a une trajectoire idéale? Alors, je sais que c'est un peu un débat sur doit-on avoir ou non une trajectoire idéale. Néanmoins, il existe dans la littérature et dans beaucoup de réseaux de la santé, et notamment en Angleterre, des trajectoires idéales qui sont plutôt relatives à des épisodes de soins et services qui permettent d'avoir un petit peu un repère sur qu'est-ce qui devrait être fait, quel devrait être le séquençage. Intéressant de l'avoir en tête parce que ça permet aussi de construire des indicateurs et puis de savoir à quel point est-ce qu'on est loin d'une norme ou d'une cible qui pourrait être prise. Et puis après, regardez s'il existe des indicateurs scientifiquement validés. Il y a un ensemble d'institutions internationales, mais aussi canadiennes, dont l'objectif est de produire des indicateurs qui sont validés par des scientifiques, mais aussi des usagers et des professionnels qu'on peut reprendre et intégrer. La DCEP a également ces indicateurs, mais l'idée, c'est des fois, on pourrait aller se challenger avec la littérature et ces indicateurs sont assez faciles à obtenir. Donc, avoir ces éléments-là comme préalable aux analyses de type 1 et 2 avant de débuter l'implantation de l'outillage et du MAP sont, selon nous, des éléments importants. Prochaine diapositive, s'il te plaît. Et regarder la littérature permet de faire un peu une synthèse des enjeux. Probablement, ceux qui ont travaillé sur la trajectoire MPOC les connaissent, mais je vais me permettre quand même de les renommer pour faciliter l'analyse et la compréhension. Il y a certains enjeux qui sont sortis de la littérature sur les guides de bonne pratique, les lignes directrices qu'on a pu lire. Vous avez les références en haut, 10, 11, 12, 13. Vous verrez à la fin de la présentation, la diapositive. On voit qu'est-ce qui ressort quand on veut analyser les enjeux autour des personnes souffrant de MPOC. On a un enjeu d'accroissement de la prévention primaire, faire baisser le nombre de fumeurs, puisque ce sont majoritairement des fumeurs qui sont atteints de MPOC. L'accroître la prévention secondaire. Il faut détecter de façon précoce pour éviter les comorbidités ou d'aider ou d'accompagner les personnes qui sont déjà en phase aiguë. De soutenir la pertinence des traitements en fonction de la gravité. On voit qu'il y a des agencements de traitement, il y a des combinaisons médicamenteuses qui sont préférables à d'autres et il y a des bonnes pratiques qui sont clairement référencées. Je vous renvoie encore une fois au projet COMPA qui les précise avec beaucoup plus de description que ce que nous le faisons. L'accroissement à l'adhérence au traitement qui est un enjeu et la capacité d'auto-soin pour la connaissance des symptômes, la reconnaissance des symptômes et de premiers signes d'aggravation d'une maladie. Ensuite, tout l'enjeu de la coordination et du suivi avec les usagers qui sont non stables ou qui ont des difficultés d'adhérence. Et qu'est-ce qu'on observe dans ces cas-là? C'est des multiples réhospitalisations, des multiples visites à l'urgence. Donc ça devient un enjeu important. De même que la coordination avec les médecins de famille. On sait qu'au Québec, cette inscription aux médecins de famille est une priorité, mais ça peut être parfois un enjeu de coordination. Et enfin, l'accroissement du lien avec la communauté. On parle de communauté à la communauté. Quand la personne rentre chez elle après un épisode ou après un diagnostic, il y a un enjeu de vivre et de gérer cette maladie. On sait qu'il y a de nombreux cas d'anxiété. Enfin, l'anxiété peut apparaître, c'est documenté. Donc, comment est-ce qu'on pourrait travailler avec nos partenaires de la communauté pour avoir des groupes d'entraide, un soutien, un accompagnement qui pourrait être fait? Donc, on voit ça, ce sont les enjeux qui ressortent de la littérature. Je suis convaincu qu'il y en a d'autres. On s'est proposé de faire une petite synthèse. C'est peut-être pas… Voilà. Quelques éléments autour de les étapes d'une trajectoire MPOC. C'est pour vous camper un petit peu notre analyse. On l'a tiré directement de la trajectoire MPOC de Mauricie Centre du Québec. Vous le retrouvez également dans le guide qu'on a écrit dans les annexes. Première étape, promotion de la santé, et prévention primaire. On revient aux éléments préalables dont on discutait. L'ensemble des mécanismes d'accès et de référence qui vont être en lien aussi avec la détection précoce, donc cette prévention secondaire.
l'évaluation, l'investigation, le traitement et l'orientation. Et puis, on passe à un ensemble d'étapes autour du suivi et accompagnement. D'abord, l'enseignement et la réadaptation. On parlait d'auto-soin tout à l'heure. C'est évident qu'il faut, pour permettre l'auto-soin, avoir des services d'accompagnement et d'enseignement auprès des usagers et de leurs proches. Ça vient à l'élément suivant, soutien à l'auto-soin. Et puis, il y a vraiment la dernière étape, c'est la post-hospitalisation. Et puis, dans certains cas, les soins de fin de vie ou les soins palliatifs. Donc voilà, on a campé la trajectoire MPOC. Beaucoup d'entre vous la connaissent, mais pour les autres, ça peut être intéressant pour avoir un contexte. Rentrons dans le vif du sujet. Là, on va vous montrer de l'analyse de type 1 à l'analyse de type 3, soit de la conception d'un portrait de la performance autour des 11 dimensions et de la dimension contextuelle à la conception d'un tableau de bord qui servirait de monitorage. Donc, analyse de type 1, portrait, analyse de type 3, tableau de bord. C'est là, vous voyez, je vous parlais d'imbrication. L'imbrication, on tente de la mettre de l'avant. En termes de dimensions, vous les avez sur votre gauche. Les indicateurs sont à droite. Je ne vais pas tous les passer parce que le temps file et puis peut-être que vous voudrez en discuter tout à l'heure. Mais vous voyez, j'ai mis les indicateurs en gras. Nous avons mis, les indicateurs en gras qui pourraient être des indicateurs qui seraient à intégrer dans un tableau de bord. On s'entend que là, on a 2 acétates avec une vingtaine d'indicateurs. On ne peut pas avoir un tableau de bord de suivi ou de monitorage d'une trajectoire de 20 indicateurs. Par contre, on propose 7 à 8 indicateurs qui sont des indicateurs clés. Selon la littérature qu'on vient de voir, si on transformait cette littérature en mesure, ce seraient ces indicateurs, selon nous, qui seraient à choisir. Néanmoins, pour analyser… non, est-ce que tu peux remonter sur la diapositive précédente? Je te remercie. Mais néanmoins, pour faire une analyse de type 1 avec un portrait, il faut quand même un certain nombre d'indicateurs, être suffisamment exhaustif pour être capable d'identifier les zones critiques, comme on le disait au début de la présentation. Donc, si on reprend les caractéristiques de la population, clairement, la proportion ajustée de fumeurs réguliers et fumeurs occasionnels de 15 ans et plus sur un territoire est une mesure indispensable parce qu'on sait que c'est cette population qui est à risque de MPOC. Les indices de défavorisation sociale, c'est aussi un élément important parce qu'on sait qu'il y a une association entre la défavorisation sociale et matérielle et la consommation de tabac. Ce n'est pas valable dans tous les cas, mais c'est un indice qui va nous donner des indications, des éléments importants. Viabilité, innovation, les bonnes pratiques. Est-ce qu'on a connaissance et est-ce qu'on a intégré les lignes directrices? Je sais que par exemple sur MPOC, la Société canadienne de thoracologie a sorti en 2018 ses lignes directrices sur les types de médicaments, les associations de médicaments à faire et à quel moment. Évidemment, l'accessibilité, un classique, aux différents programmes-services qui sont vraiment centraux. Donc, on a mis de l'avant l'enseignement et la réhabilitation pulmonaire, mais il pourrait y en avoir d'autres. Ensuite, la question de l'ajustement. Combien on a diagnostiqué de personnes dans chaque RLS? Et on peut là avoir une réflexion qui répondrait à la question de M. Drouin. Combien on a diagnostiqué de personnes et à quel âge dans chaque RLS? Quelle est notre proposition ajustée de fumeurs dans chaque RLS? Qu'est-ce que nous dit la littérature sur le nombre de fumeurs de chaque âge qui est atteint de MPOC? Je fais une extrapolation là, mais il pourrait y avoir cette réflexion justement pour faire ce lien avec la responsabilité populationnelle. Autre élément, on a mis taux d'usage de MPOC ayant participé et complété une formation en auto-soins associée à la MPOC, qui nous semblerait un indicateur important de suivi, parce qu'on peut imaginer que si elle a participé et complété, si la personne a participé et a complété, il va développer des habilités et des aptitudes plus importantes et donc mieux gérer ses symptômes. Continuité, coordination. Quelque chose qu'on met de l'avant qui est très fort, c'est des indicateurs en lien de post-hospitalisation ou post-diagnostic. Est-ce qu'il y a eu un lien avec un médecin de famille? Donc, proportion ajustée de personnes atteintes de la MPOC ayant fait au moins une visite à l'urgence et qui retournent dans les 7 jours suivant cette visite à l'urgence. Alors, non, ce n'est pas le bon indicateur que je prends, c'était celui d'au-dessus, qui était quelqu'un qui a été diagnostiqué avec MPOC et qui a un contact avec son médecin de famille. On peut passer à la prochaine diapositive. Donc, on continue sur les dimensions à gauche. Des dimensions de pertinence, je ne rentrerai pas dans les détails, mais qui sont beaucoup en lien avec quels médicaments sont utilisés et les bonnes pratiques. Je vais peut-être vous en nommer un. Taux de personnes atteintes de la MPOC ayant reçu au moins une ordonnance de corticoïdes. Excusez-moi, les caméras sont en même temps sur ma diapositive, donc je reprends. Taux des personnes atteintes de la MPOC ayant reçu au moins une ordonnance de corticoïdes en inhalation sans avoir reçu dans la même année au moins une ordonnance de bronchodilatateur à longue durée d'action, ça, par exemple, c'est un indicateur négatif. Les deux doivent aller ensemble et si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème de pertinence. Je le tire directement, justement, de ce projet compas.
Efficacité clinique, et là on tombe sur quelque chose qui est assez important. C'est l'ensemble des personnes qui sont réhospitalisées, qui retournent aux urgences, soit dans les 30 jours, soit de façon récurrente. Et ça, c'est vraiment un enjeu important dans le cadre de la trajectoire MPOC, c'est d'éviter ce type d'éléments. Efficacité populationnelle, on en parlait tout à l'heure, le taux d'incidence des usagers atteints de la MPOC par groupe d'âge, par genre et par RLS. Et on peut découper l'ensemble de ces indicateurs pour avoir des indicateurs d'accessibilité, notamment autour de l'accessibilité, de la pertinence et l'efficacité. Quand je dis découper, c'est-à-dire les ventiler selon des facteurs de stratification, notamment en lien avec des indices de défavorisation sociale et matérielle, les lieux, le genre, qui nous permet de dire est-ce que tout le monde est traité de la même manière, quel que soit son lieu de résidence, quels que soient ses indices de défavorisation sociale et matérielle. Est-ce qu'on doit mettre en place des mécanismes, des interventions, des services qui permettraient de rejoindre les populations les plus vulnérables pour s'assurer qu'il n'y ait pas une aggravation et un isolement dans leur état de santé. Donc voilà pour une présentation, somme toute, rapide d'un certain nombre d'indicateurs qu'on pourrait associer aux dimensions de la performance du MAP, du modèle d'analyse de la performance, permettant de mener une analyse de type 1 à une analyse de type 3. Ce qui est intéressant, c'est peut-être pouvoir superposer ces dimensions et ces indicateurs sur une cartographie pour pouvoir mener une analyse plus fine et identifier des zones critiques, comme on l'a dit au début de la présentation. Prochaine diapositive, s'il te plaît. Cas hypothétique tiré du nord de l'île de Montréal. Quand je dis hypothétique, nous n'ajoutons pas les données, mais qui, à mon avis, se retrouvent dans beaucoup de CCSUS. On a une zone critique. On a identifié une zone critique suite à analyse de type 1 qui est l'efficacité clinique. On a un nombre important de visites à l'urgence pour des usagers atteints de MPOC avec une priorité P4, P5, donc des personnes qui ne devraient pas aller à l'urgence, qui potentiellement devraient être suivies en première ligne. On a de nombreuses réhospitalisations et on peut considérer que ces personnes sont des grands utilisateurs de services. Les causes racines, si on suit la littérature, mais aussi le modèle, la figure qu'on vous a montée tout à l'heure sur l'efficacité, ce serait principalement l'ajustement aux besoins, la coordination et la pertinence. Donc, les questions à se poser, c'est comment est-ce qu'on pourrait répondre à ces enjeux. Prochaine diapositive. Et là, on fait une tentative, plus qu'une tentative, mais une réflexion d'analyse autour de l'efficacité. Donc, nos réhospitalisations, nos retours à l'urgence de ces grands utilisateurs, quelle pourrait être la cause? Regardons la viabilité. On n'a aucun intervenant qui est dédié à ces grands utilisateurs. On n'a pas de mécanisme de suivi ou d'identification des grands utilisateurs. Ces grands utilisateurs semblent avoir régulièrement des problèmes d'accès à leur médecin de famille. On a un enjeu d'inscription à médecin de famille, donc on a des populations qui sont un petit peu orphelines, pas d'inscription, donc encore plus de difficultés d'accès. On remarque des fois une faible littératie et des enjeux de suivi de formation d'auto-soins. On a des bris de suivi entre chaque épisode. Donc, quelqu'un qui a été hospitalisé rentre chez lui, est isolé, encore des enjeux peut-être de prise de médication, puis retourne une nouvelle fois aux urgences ou une nouvelle fois réhospitalisé. Humanisme, de sécurité, on n'a pas trouvé d'éléments qui pourraient. Et comme on vous l'a dit, ça ne veut pas dire par notre modèle que tout doit être toujours documenté. Pertinence, pertinence dans la gradation des interventions et des médicaments, enjeux d'adhérence. Humanisme, est-ce on peut avoir des enjeux d'assiduité au programme et d'adaptation de ces programmes en fonction des besoins? Est-ce qu'on a vraiment réfléchi à est-ce que j'ai ciblé mes populations vulnérables pour que nos interventions et services soient le plus adaptés? Et enfin, expérience usagée, on l'a dit, des vrais enjeux d'anxiété et d'isolement et comment est-ce qu'on pourrait y répondre? Donc là, on pose les questions. On a une analyse qualitative autour de chacune des dimensions, mais qui doivent être accompagnées d'indicateurs. Les indicateurs, on vous les a montrés dans les 2 diapositives précédentes. Une fois qu'on a fait cette analyse et qu'on a identifié l'ajustement aux besoins, la viabilité et la coordination comme des enjeux, quel type de solution on peut mettre en œuvre? Encore une fois, ce n'est pas nos solutions qu'on a inventées. On reprend notre étude de cas faite avec Nord de l'île de Montréal. C'est eux qui ont fait cette analyse. Pas grâce à notre modèle, ils l'avaient déjà fait avant. Nous, ce qu'on a mis de l'avant, c'est que le modèle permet de faciliter cette analyse et de la systématiser. Donc, quel type de solutions sont à envisager? En termes de viabilité, créer un tag informatique pour les grands utilisateurs pour pouvoir les repérer et donc pouvoir mettre en place des mécanismes de suivi et un accompagnement adapté. Des enjeux, des solutions autour de la viabilité, coordination, où on va créer un poste d'agent de liaison. Et là, je vous parlais de configuration des ressources. On est en plein dedans. On va créer un nouveau poste avec de nouvelles fonctions qui vont permettre d'assurer un meilleur suivi.
Et donc, on arrive à la dernière solution qui est la plus forte. C'est ces agents de liaison, excusez-moi, qui deviennent responsables de la coordination avec les médecins de famille, potentiellement avec les organismes communautaires, et qui vont faire du suivi personnalisé auprès des grands utilisateurs de services, donc ces personnes qui sont réhospitalisées régulièrement, qui retournent aux urgences régulièrement, avec comme idée d'assurer une meilleure adhérence au traitement, peut-être une meilleure capacité à reconnaître des symptômes, et puis un ajustement des plans d'action, des plans d'intervention et de la pertinence des traitements. Et là, on va venir jouer, grâce à cet agent de liaison, sur l'ajustement des soins et services aux besoins de la population. Donc, vous voyez, on a tenté, à travers ces deux exemples, de vous montrer comment l'outillage pourrait être utilisé pour une analyse de type 1, 2, 3, et donc arriver à des solutions pratiques, implantables, qui viennent régler une zone critique, enfin plutôt des causes racines associées à une zone critique. Voilà. Alors évidemment, on peut aller beaucoup plus loin, mais c'était pour vous donner, j'ai envie de dire, l'eau à la bouche pour que vous nous contactiez pour un accompagnement. Je me permettrais peut-être, Georges, avant de passer à la prochaine diapo, qui est la deuxième étude de cas, je vais partir ma caméra, c'est plus sympathique. On a deux petites questions là, que je vous relayerai peut-être avant de passer à la suite. C'est avez-vous prévu des mécanismes d'ajustement du modèle suite à ces premières implantations et premières épreuves terrain? Puis, a-t-on accès aux documents de la trajectoire des soins adaptés MPOC? Alors, pour la deuxième question, vous avez accès à ce qu'il y a dans le guide qui a été écrit. Donc, ça, c'est ce que Nord de l'île de Montréal et Mauricie Centre du Québec nous ont autorisé à intégrer dans le modèle. Donc, pour l'instant, vous aurez accès juste à ça. Et puis, si vous voulez avoir plus d'informations, nous, on peut vous mettre potentiellement en relation avec les personnes qui sont occupées de ces deux trajectoires dans les deux SUS en question, puis ils verront, eux, ce qu'ils veulent bien vous partager. Je suis sûr qu'ils auront le désir de le faire. Pour la première question, évidemment, notre idée, c'est d'avoir un matériel qui est évolutif, adaptatif. Et comme vous l'a dit, on n'est pas là en pensant qu'on détient la vérité, que c'est le seul modèle unique à utiliser. Il n'existe pas aujourd'hui, selon notre connaissance, de modèle de mesure d'analyse de la performance et d'accompagnement à l'amélioration de la performance des trajectoires. Donc, c'est une première mouture qui va être évolutive, et on l'a dit au début, on lance une collection. C'est-à-dire qu'il va y avoir un certain nombre de documents qui vont être ajoutés à celui-ci pour permettre d'outiller les intervenants du réseau, mais aussi nos partenaires, pour améliorer la performance des trajectoires. Donc, oui, si on voit qu'il y a des choses qui sont améliorées, elles le sont. On n'a pas d'autres questions dans le fil de conversation. Est-ce que Lara, tu voulais intervenir avant de poursuivre? Je peux toujours intervenir, mais par contre, peut-être que je continuerai sur la suite puisque le temps avance. Mais simplement quand même pour revenir sur la question par rapport à l'adaptation ou l'ajustement de ce modèle en temps et lieu, si on veut, au fur et à mesure des expériences terrain. Mais en fait, on va se servir, ce modèle-là va faire partie des outils qu'on va utiliser dans un projet de recherche de plus grande envergure par rapport à l'évaluation de l'implantation de la gestion par trajectoire dans plusieurs SUS et 6 au Québec. Et donc, ce modèle d'analyse et de mesure va faire partie des outils qu'on va tester sur le terrain aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions, ou on lance notre réflexion? On aurait 5-6 minutes, mais c'est encore une fois pour lancer une réflexion qui nous semblait importante quand on a préparé le webinaire. On a une dernière question qui a popé peut-être juste avant l'étude de cas. Là, je sais qu'il nous reste peu de temps. Existe-t-il un mécanisme de partage d'expérience, design des trajectoires, pistes de solutions? Alors, design des trajectoires, je comprends tout à fait la question et le fond. Pour l'instant, disons que nous, on n'est pas dans le design des trajectoires, ce n'est pas notre métier, en tout cas sur ce qu'on vous présente aujourd'hui. Ce n'est pas l'objet de notre présentation. Nous, on est vraiment accompagnement performance, encore une fois. Et oui, on aura des retours d'expérience. C'est ça l'idée, d'avoir une collection, mais aussi de partager au réseau. Je ne sais pas sous quelle forme encore, mais ça sera notre volonté et on le veut. On est vraiment dans une optique dans cette optique-là. Concernant le design des trajectoires, écoutez, nous, on n'a pas travaillé à designer ces trajectoires. Par contre, à travers le projet de recherche piloté par Lara et moi,
c'est sûr que notre but, c'est d'avoir des mécanismes de rétroaction régulière avec les SUS participants au projet et potentiellement avec le ministère et qui se sont montrés intéressés puisqu'ils font partie de ils font partie de la demande de subvention. Donc oui, tout n'est pas encore formalisé, mais c'est certain que ce sera un de nos objectifs parce que c'est aussi un des rôles de l'Institut universitaire, c'est d'accompagner le réseau et de diffuser les connaissances. Merci, Georges. Puis Lara, ben, comme on peut voir, là, il y a 68% des répondants aujourd'hui qui pensent que la conception d'une trajectoire de soins de service COVID pourrait être intéressante. Donc, vas-y. Georges ou Lara, d'ailleurs, les deux. Vas-y, si tu veux. Non, j'y vais. Ben alors, passons à l'acétate suivante, qui est la question qui tue, comme on dit. J'aurais peut-être pas dû utiliser ça dans le cadre du Covid, je m'en excuse, mais c'est ça. Comment utiliser le modèle d'analyse de la performance pour soutenir l'analyse des trajectoires Covid-19 ? On est face à un problème inconnu qui soulève des questions importantes sur l'organisation des services et la capacité à répondre aux besoins de la population. Je dirais que pour nous, après notre réflexion, l'un des premiers enjeux, c'est l'adaptation de ces réponses en fonction des territoires. Montréal et les îles de la Madeleine, ce n'est pas les mêmes réalités. Et même Montréal elle-même, on l'a vu, la situation à Montréal-Nord, gravissime, face à d'autres situations dans d'autres territoires de l'île qui ont été peut-être moins gravissimes. Alors, comment ce modèle pourrait être utilisé et conçu pour accompagner nos SUS dans l'amélioration d'une trajectoire qui n'existe pas encore ou qui est peut-être en cours d'organisation, je ne sais pas, Covid-19. Je vous en prie, allez-y sur le chat si vous avez des idées. Et puis d'ailleurs, si vous vous dites, tiens, on aimerait bien l'implanter, bah, nous aussi, on aimerait bien l'implanter. Donc, travailler avec vous potentiellement. On peut laisser le temps aux gens de répondre à la dernière. Mais oui, c'est ça. Et au cas où, je pose une autre question, si jamais s'il n'y en a pas. Est-ce qu'il existe dans vos… je crois que ça a été posé dans le sondage, en fait. S'il existait, est-ce qu'il existe ou est en cours de réflexion une trajectoire Covid-19 ? Parce qu'on a clairement, quand on réfléchit à Covid-19, une population cible et des populations plus vulnérables. Est-ce que ces réflexions, est-ce que vous avez entendu parler de tels éléments ? Il reste 5 minutes à la présentation. J'inviterai les gens qui veulent intervenir à le faire via le fil de conversation. Ou, écoutez, si ce n'est pas le chaos, là, je veux dire, je vous invite peut-être à prendre la parole là, si c'est plus rapide pour vous là, dans les 5 dernières minutes. Là. On est moins nombreux, donc effectivement. Exact. N'hésitez pas, soyez pas gênés. Merci Mélanie. Je vois Mélanie qui a participé avec nous à la conception tout le long. Merci de tes mots, pour ton mot. Bon, bah, puisque… On voit que 42% des personnes qui pensent, en tout cas, qu'une trajectoire COVID est faisable dans leur établissement. Bon, bah écoutez, Bon, ça semble la fin, hein, de toute évidence. Hein. C'est plus difficile à sentir quand on est à distance comme ça. Mais bah, écoutez, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous écrire. N'hésitez pas à consulter le modèle. N'hésitez surtout pas à utiliser le MAP. Et puis, j'espère que ça vous a intéressé. Et puis, merci beaucoup d'être venu. Et merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé et nous ont aidés à concevoir ce matériel, ce modèle et l'outillage qui va avec.